finie, et donc l'étude de la déformation sur un plan en 2 dimensions. Donc aujourd'hui, on va étudier la déformation en 3D et on va parler de l'ellipsoïde de déformation finie. Alors en 3 dimensions, on symbolise l'état initial d'un objet non déformé par une sphère et parfois par un cube. Donc toujours l'état initial, donc on la caractérise par une forme géométrique isotrope connue, souvent une sphère et parfois un cube. Donc une sphère se transforme après déformation en ellipsoïde. Donc une sphère, c'est comme un ballon de foot. Après déformation, il peut se transformer en ellipsoïde, comme un ballon de rugby, entre autres, parce qu'il y a d'autres formes d'ellipsoïde. Donc, si on prend une sphère initiale de rayon 1, elle se transforme en ellipsoïde de déformation finie. Le transformé d'une sphère de rayon unité, c'est l'ellipsoïde de déformation finie, l'EDF. Donc voilà la sphère initiale, caractérisée par son rayon, bien sûr constant, égal à l'unité. On va imaginer la déformation de cette sphère et ça va donner ce qu'on appelle l'ellipsoïde de déformation finie. Alors, cet ellipsoïde de déformation finie, il est caractérisé par ce qu'on appelle ses principaux axes. Alors, vous remarquez que l'ellipsoïde, dans ce cas-là, elle est étirée suivant une direction, ce qu'on appelle la direction d'allongement maximal, le X, et puis elle s'est raccourcie suivant une autre direction qui lui est perpendiculaire, c'est la direction du raccourcissement maximal. Et puis, il y a une troisième direction, puisqu'on parle de 3D, la Y, la direction Y. Alors là, donc, dans ce cas-là, possible que vous avez un raccourcissement suivant Y, mais c'est ce qu'on appelle la direction intermédiaire entre X et Z. Donc, les principaux axes de l'ellipsoïde de déformation, vous avez le grand axe qu'on appelle X, le petit axe qu'on appelle Z, et l'axe intermédiaire. Tout à l'heure, on va voir, on va bien expliquer pourquoi on l'appelle intermédiaire, pourquoi il est intermédiaire. Vous avez toujours la formule X supérieur ou égal à Y, supérieur ou égal à Z. Grand axe, axe intermédiaire, petit axe. Rappelez-vous de cette formule X supérieur ou égal à Y, Y supérieur ou égal à Z. Donc ces principaux axes-là, X, Y et Z, ce sont les transformés de 3 diamètres orthogonaux au départ, orthogonaux de la sphère initiale. Alors pourquoi on les appelle les principaux axes? Parce que ce sont les seuls axes, les seules droites mutuellement perpendiculaires, donc 2 à 2, de l'état initial qui se retrouvent perpendiculaires dans l'état déformé. Ça veut dire quoi ça? Ils étaient perpendiculaires dans leur état initial, ils restent perpendiculaires dans l'état déformé. Ça veut dire que la déformation cisaillante, elle est nulle. Il n'y a pas de rotation pour ces axes. Déformation cisaillante ou angulaire. Vous avez l'ellipsoïde de déformation, ses principaux axes, le grand axe X, on l'appelle l'axe de l'étirement maximal. Donc l'ellipse, il s'étire suivant cette direction. Le Y, il est intermédiaire. Et puis le Z, c'est l'axe de raccourcissement maximal. Il y a toujours l'adjectif maximal pour le X et pour le Z.
Le Y, il est intermédiaire parce que, en fonction du type de la déformation, et donc du type de l'ellipsoïde, le Y, il peut présenter différents types de déformations linéaires, soit étirement, soit raccourcissement, soit rien du tout. Il peut rester invariant. C'est pourquoi on l'appelle un axe intermédiaire. Il peut bien présenter un étirement comme l'axe X, et X, ça sera l'étirement maximal dans ce cas-là. Le Y peut présenter aussi un raccourcissement avec le Z, sauf que la direction Z, c'est le raccourcissement maximal. Alors, chaque axe est caractérisé par sa valeur d'élongation linéaire. Donc, X, si vous vous rappelez du cours de la séance précédente, on calcule les principaux axes en fonction de leur élongation linéaire ou bien de leur élongation quadratique. Donc, X est égal à 1 plus E1, c'est l'élongation maximale. Y1 plus E2 égale à racine lambda 2, c'est l'élongation moyenne. Et le Z, c'est 1 plus E3, racine lambda 3, l'élongation minimale. Alors, il y a encore une autre erreur, vous corrigez s'il vous plaît. Au lieu d'élongation maximale, c'est élongation minimale, le Z. Minimale. Je ne vais pas sortir de la diapo. Donc, Z, c'est l'élongation minimale. Alors, ces principaux axes de déformation, X, Y et Z, ils sont portés par des plans aussi, ce qu'on appelle les principaux plans de la déformation. Chaque deux axes constitue un plan. Donc, vous aurez un plan XY, un plan YZ et un plan XZ. Donc, vous avez l'ellipsoïde de déformation avec ses principaux axes X, Y et Z. Et chaque deux axes forment un plan, ce qu'on appelle un plan principal de déformation. Donc, ça revient à étudier la déformation sur un plan, sur chaque plan. Donc, on peut subdiviser l'ellipsoïde de déformation 3D en plusieurs plans, en 3 plans, et on peut étudier la déformation sur chaque plan. Et sur chaque plan, on calcule les rapports axiaux sur chaque plan. Plan X, Y, ce qu'on appelle le plan d'aplatissement. Il est caractérisé par une ellipse donnée, donc ça dépend des marqueurs de la déformation. Et sur chaque plan, on mesure le rapport axial. On fait toujours grand axe sur petit axe. Si vous travaillez sur le plan XY, on utilise le rapport X sur Y. Si vous travaillez sur le plan YZ, donc voilà l'axe Y et voilà l'axe Z. Ça vous donne le plan YZ. Sur ce plan, on calcule le rapport Y sur Z, etc. Bon, voilà un exemple, un échantillon déformé, ce qu'on appelle une tectonite. C'est toute roche déformée. Vous voyez qu'elle présente des structures linéaires, d'élimination, d'étirement. Très bien. Il est déjà scié, coupé suivant un plan. C'est le plan XY. J'ai oublié de mentionner les axes. Donc, ce plan-là, c'est le plan de foliation, c'est le plan d'aplatissement, c'est le plan XY. Il porte la linéation d'étirement, la voilà. Donc, cette direction-là, on voit très bien la linéation d'étirement, c'est sur ce plan. Cette direction, c'est la direction X. Voilà le Y et voilà le Z. Donc, voilà les principaux plans de la déformation. Donc, si je regarde ce plan-là, si je travaille sur le plan XY, le voilà. On voit très bien des objets étirés, des microgalets étirés. Et donc, là, je peux mesurer le grand axe et le petit axe, par exemple. Et j'ai mon rapport axial.
Donc, vous aurez l'occasion de travailler sur ça, sur ces principaux plans. Vous allez travailler sur la recherche des principaux axes et vous allez travailler sur les rapports axiaux lorsque vous allez analyser la déformation dans les domaines à schistosité, lorsqu'on va quantifier la déformation. Donc voilà pour les principaux plans de déformation ou les plans principaux de déformation. Alors on passe aux paramètres de forme de l'ellipsoïde de déformation finie et leur représentation graphique. Qu'est-ce qu'on mesure pour l'ellipsoïde de déformation et ses caractéristiques? Alors, on va considérer que la déformation s'effectue dans un système sans changement de volume. Donc, il y a une déformation isovolumique. Une sphère, ça donne un ellipsoïde de déformation finie. Et chaque ellipsoïde de déformation finie, il est caractérisé par deux paramètres. Sa forme géométrique et son orientation. Les caractéristiques de l'EDF, c'est sa forme et son orientation. Et la forme de l'ellipsoïde, elle est en relation du type de déformation. Alors, on va commencer par l'orientation, c'est simple. L'orientation d'une sphère, l'orientation de l'ellipsoïde de déformation, elle est donnée par l'orientation de ses principaux axes, X, Y et Z, sur tout le grand axe, puisque ce sont des axes, puisque ce sont des droites. Alors, qu'est-ce qu'on mesure pour les lignes ou les droites? Les caractéristiques géométriques d'une droite, c'est l'azimut et le plongement. Donc, l'orientation d'un ellipsoïde de déformation, elle est donnée par l'orientation dans l'espace des principaux axes, notamment leur azimut et leur plongement. La forme de l'ellipsoïde. Pour avoir une idée sur la forme, on a formulé des paramètres de forme. On les appelle les paramètres de l'ellipsoïde de déformation. On va commencer par le paramètre petit k, ce qu'on appelle le paramètre de Flynn. Donc, petit k. Alors, on dit petit k parce qu'il y a un grand k. Alors, k égale à A-1 sur B-1. C'est un rapport avec A égale X sur Y et B égale à Y sur Z. Donc, voilà le paramètre de forme de l'ellipsoïde de déformation. On calcule les rapports axiaux, X sur Y et Y sur Z. Et à partir de là, on calcule le paramètre de forme K, c'est X sur Y moins 1 sur Y sur Z moins 1. Alors, les limites du paramètre K, il varie dans un intervalle de 0 à l'infini. Alors, pourquoi ça varie de 0 à l'infini? Le paramètre de forme, il est compris entre 0 et l'infini. Quand est-ce que ce paramètre est égal à 0? Si le rapport est égal à 1. Quel rapport? Lorsque le rapport A, c'est-à-dire X sur Y, est égal à 1. Ça veut dire quoi, X sur Y est égal à 1? X est égal à Y. Pas de déformation. Monsieur, c'est un cercle. Non. C'est une sphère. Bon. Alors, on reprend. K égale à 0 lorsque A égale à 1. 1 moins 1, 0. A égale à 1, ça veut dire X est égal à Y. X, c'est quel axe? C'est l'axe des Prolongation maximale.
Et lorsque x égale à y, ça veut dire l'axe y qui était intermédiaire, elle présente le même allongement que x. Oui. La valeur maximale que peut atteindre y, c'est x. Elle ne peut jamais dépasser le x. Donc, la valeur maximale de y, c'est lorsqu'elle atteint x. X égale à y, a égale à 0. K égale à 0. Donc, le même raisonnement pour le b. K tend vers l'infini lorsque y est égal à z. Ça veut dire lorsque y présente le même raccourcissement que z. Donc, la valeur minimale que peut atteindre y, c'est z. Donc, rappelez-vous de la formule x supérieur ou égal à y, supérieur ou égal à z. Donc, le paramètre de forme petit k est égal à x sur y moins 1 sur, x sur y sur y sur z moins 1. Ça varie de 0 lorsque x égale à y jusqu'à l'infini lorsque y égale à z. Donc, voilà pour le paramètre de Flynn. Donc, on a développé un autre paramètre, grand K, on l'appelle paramètre de Ramsay, parallèlement à ce paramètre de Flynn. C'est aussi un paramètre de forme dit logarithmique, parce qu'on ajoute une composante logarithmique. Et K, grand K cette fois-ci, c'est log x sur y moins 1, le tout sur log y sur x moins 1. C'est le même que celui de Flynn, ça donne les mêmes résultats. Donc, pour nous, pour faciliter les choses, on va travailler avec le paramètre de Flynn, petit k. C'est bon? On continue? Alors, on va parler d'autres paramètres, parce qu'on y est avec les paramètres en relation avec l'ellipsoïde de déformation finie et les rapports axiaux. C'est ce qu'on appelle les paramètres d'intensité. Alors, ce sont des paramètres qui nous permettent de mesurer l'intensité de la déformation à un point donné. Si R, petit r, est égal à A plus B moins 1, avec toujours A égale à X sur Y et B égale à Y sur Z. Donc, ce paramètre R, ça nous permet de quantifier la déformation, de lui donner une valeur. Voilà le paramètre qui nous permet de mesurer la déformation. R est X sur Y plus Y sur Z moins 1. Donc, plus R augmente, plus l'intensité de la déformation augmente. Donc, il y a une corrélation positive entre les valeurs de R et l'intensité de la déformation. Alors, à l'état initial, dans le cas d'une sphère, il n'y a pas de déformation. Le R égale à combien? Ça veut dire les valeurs de R, ça commence à partir de combien, pardon. Monsieur, à partir de 1. Oui, parce que dans le cas d'une sphère, A égale à 1, B égale à 1. Donc 1 plus 1 moins 1, ça donne 1. Et puis il y a un deuxième paramètre aussi qu'on appelle paramètre d'intensité phi. Donc voilà sa formule, c'est racine 1 moins 1 au carré plus B moins 1 au carré. Donc là aussi, plus phi augmente, plus l'intensité de la déformation augmente. Donc comme tout à l'heure, on va chercher la simplicité, on va travailler avec le paramètre R. Alors, on passe à la représentation graphique des paramètres de forme. Alors là, on va voir les différents types d'ellipsoïdes de déformation. Du paramètre de forme et donc des rapports axiaux. Donc, sur un diagramme d'ordonnées x sur y et d'abscisse y sur z, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Flynn, puisqu'il est basé sur le paramètre de forme de Flynn. Alors, ce diagramme
il nous permet de caractériser la forme de l'ellipsoïde de déformation. En fonction des valeurs de ces rapports axiaux, et donc de K, on a un type, une forme de l'ellipsoïde de déformation finie. Et en fonction de la valeur de K, on distingue généralement 5 domaines. Alors parfois on parle de juste 3 domaines, donc nous on va parler de 5 domaines. Il y a un domaine qui contient 2 sous-domaines. Donc on va d'abord expliquer les 5 domaines et donc les 5 formes de l'ellipsoïde de déformation finie. Donc voilà les diagrammes de Flynn, les diagrammes de classification des ellipsoïdes de déformation finie. Alors ne vous affolez pas, on va y aller tout doucement et expliquer les différentes formes avec les figures ou les schémas de déformation correspondants pour chaque ellipsoïde. Donc le diagramme à gauche, vous avez les différents types d'ellipsoïdes de déformation. Le diagramme à droite, c'est schématiquement le type de déformation correspondant à partir d'un cube initial. Alors, on va commencer. Donc, vous avez l'axe des ordonnées. Normalement, c'est X sur Y, c'est A sur cet axe-là. Et l'axe des abscisses, c'est B, Y sur Z. Donc, vous avez A en fonction de B, X sur Y en fonction de Y sur Z. Alors, ce diagramme, ça commence à l'origine par la valeur 1 et pas 0. Donc, la sphère initiale se trouve au point A égale à 1, B égale à 1. Alors, le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le domaine A, où les paramètres de forme sont compris entre 0 et 1. Alors, on va expliquer ça. Vous avez le cercle initial. Sur cet axe des abscisses, sur cet axe, la valeur X sur Y, c'est toujours égal à 1. Donc, X sur Y égale à 1, automatiquement K égale à 0. Donc, sur cet axe-là, les valeurs de K sont nulles. K égale à 0. Le même raisonnement sur cet axe-là, des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, les valeurs de B sont égales à 1. Et donc, le paramètre K égale à l'infini. Et puis, vous avez cette droite où les valeurs de K sont égales à 1 parce que sur cette droite, toujours A égale à B. X sur Y égale à Y sur Z. Et donc, vous avez sur cette droite K égale à 1. À partir de là, on distingue 5 domaines. Un domaine où K égale à 0. Un domaine où K est compris entre 0 et 1. Ce qu'on appelle le domaine A. Un domaine où K égale à 1. Quatrième domaine, c'est lorsque K est compris entre 1 et l'infini. Et puis le cinquième domaine, c'est lorsque K égale à l'infini. Donc voilà les 5 domaines qui correspondent à 5 types d'ellipsoïdes de déformation. On va commencer par le premier domaine A, où le paramètre de forme est compris entre 0 et 1. Donc le domaine A, il est là. Et voilà l'ellipsoïde de déformation correspondante. Alors pour comprendre le type, ou plutôt la forme, pour comprendre la forme de l'ellipsoïde de déformation, on regarde le schéma correspondant. Le schéma correspondant à cet ellipsoïde, le schéma de la déformation. Donc imaginez, vous avez un cube initial. Après déformation, ça donne un parallélogramme. Et on va voir la déformation sur chaque plan en termes d'élongation linéaire. Alors, je reprends ce schéma. Elle est là. Donc, le cube initial, c'est en pointillé.
Après déformation, ça donne cette forme géométrique. Et on va comparer la déformation linéaire sur chaque plan. On va voir la déformation des lignes. On va comparer entre l'état initial et l'état final. Alors, si on prend ces deux lignes, cette ligne-là, à l'état initial, la voilà. Après déformation, donc ça donne cette longueur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, suivant cette direction? Qu'est-ce qu'on a comme déformation linéaire? Un raccourci. Donc, nous avons un raccourcissement. Donc, cette ligne s'est raccourcie. Je raisonne pour cette deuxième ligne. Elle a subi Une élongation. élongation, étirement, allongement, oui. Et puis pour la troisième ligne, l'étirement. Donc ce type de déformation, il est caractérisé par un allongement suivant deux directions. Donc vous avez un allongement suivant deux directions. Et la troisième, c'est un raccourcissement automatiquement. Donc ce type de déformation, c'est ce qu'on appelle une déformation par aplatissement. Donc l'objet s'est aplati et vous avez deux directions d'allongement. Alors, la direction du raccourcissement, automatiquement, ça sera la direction Z. Les deux autres directions, ce sont des directions d'allongement. On prend l'allongement maximal, c'est le X, et l'allongement intermédiaire, c'est le Y. C'est bon. Donc voilà. Oui. Comment on peut faire la différence entre le X et le Y dans le schéma? Oui, dans le schéma, alors c'est un schéma dessiné sur un plan, alors que lui, c'est tridimensionnel. Dans ce cas-là, je suppose que cette direction-là, enfin cette longueur-là, elle est supérieure à cette longueur. Je la suppose. Mais normalement, il faut mesurer. Donc, il faut comparer l'allongement dans les deux directions. Et la direction qui présente un allongement maximal, c'est la X. Donc, sur ce schéma, j'ai supposé que l'allongement maximal, il se fait suivant cette direction. Donc, à partir de là, j'ai une déformation par aplatissement dominant et on parle d'un ellipsoïde triaxial aplati. Le type, on l'appelle une oblate. Ellipsoïde triaxial, puisque la déformation se fait de manière différente suivant les trois axes. Il est aplati parce que vous avez un allongement suivant deux directions. On appelle ce type d'ellipsoïde une oblate. Et vous avez la relation X est supérieur à Y supérieur à Z avec Y supérieur à 1. Il faut toujours faire attention à la valeur de Y. C'est la valeur de Y qui nous donne le type d'ellipsoïde, donc la forme. Dans ce cas-là, vous avez un Y supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Y supérieur à 1, ça veut dire qu'il est supérieur à sa longueur initiale et donc il a subi un étirement. On parle d'une déformation par aplatissement dominant. Donc sur le diagramme de Flynn, ce domaine-là, c'est le domaine d'aplatissement. Et le type d'ellipsoïde, c'est un ellipsoïde aplati de type oblate. C'est bon. On va faire le même raisonnement pour le domaine B. Vous avez le domaine B, où les valeurs de K sont comprises entre 1 et l'infini. Voilà l'ellipsoïde de déformation correspondante. Et voilà le type de déformation. Alors là aussi, schématiquement, vous avez le cube initial et puis après déformation. On fait le même raisonnement. Dans ce cas-là, cette direction, c'est la direction d'allongement. Et les deux autres, ils ont un raccourcissement. Donc, à la différence du domaine B,
là, nous avons un raccourcissement, donc à la différence du domaine A, où nous avions allongement suivant deux directions. Là, nous avons un raccourcissement suivant deux directions et une direction d'allongement. Donc, automatiquement, cette direction d'allongement, puisqu'elle est la seule, c'est la direction X. Et puis, les deux autres, ce sont des directions de raccourcissement. Le raccourcissement maximal, ça sera le Z. Et le raccourcissement intermédiaire, ça sera le Y. Dans ce cas-là, on parle d'un ellipsoïde triaxial étiré de type prolate. Tout à l'heure, c'était l'ellipsoïde triaxial aplati. Dans ce cas-là, l'ellipsoïde, elle est étirée, donc ça ressemble à un ballon de rugby, avec la formule X supérieure à Y supérieure à Z. Et dans ce cas-là, le Y, il est inférieur à 1. Et le type de déformation, il est dit une déformation par constriction dominante. Donc, constriction, donc imaginez la sphère, vous l'avez dans la main, une sphère ou une pâte à modeler sphérique, et vous l'étirez avec les bouts de vos doigts. Donc, il s'étire et ça donne une forme ce qu'on appelle une prolate, une forme qui ressemble à un petit ballon de rugby. Et vous avez les principaux axes. Donc, ici, l'axe d'allongement, c'est le X. Et puis, entre le Z et le Y, donc les deux autres directions, X, Y, Z et Y. Donc, la direction qui présente le raccourcissement maximal, c'est le Z. Et puis, l'autre, c'est la direction Y. Question? Donc, voilà la deuxième forme d'ellipsoïde de déformation. Troisième domaine, c'est cette ligne-là. Domaine intermédiaire entre A et B, où les valeurs de K sont égales à 1. Donc, ça correspond à cette droite qui passe par le cercle, la sphère initiale. Et voilà le schéma correspondant en termes de déformation. Elle est là. Donc, si on compare l'état initial et l'état final, alors là, vous allez remarquer, donc c'est facile à voir aussi, que vous avez une direction invariante. Alors, suivant cette direction-là, on voit très bien que vous avez un allongement. Suivant cette direction-là, on voit très bien un raccourcissement. Et suivant la troisième direction, elle est là. Donc, elle présente la même longueur, la même valeur du cube initial, de l'état initial. Donc, suivant cette direction, il n'y a ni étirement, ni raccourcissement. Et vous avez les principaux axes. Donc, la direction d'allongement, c'est le X. La direction du raccourcissement, c'est le Z. Et puis, la direction intermédiaire, dans ce cas-là, où rien ne s'est passé en termes d'élongation, c'est la direction Y. Donc là, on parle d'un ellipsoïde biaxial avec Y invariant. Dans ce cas-là, Y est égal à 1 et la déformation est dite plane. Donc, troisième type d'ellipsoïde de déformation, c'est ellipsoïde biaxial qui résulte d'une déformation plane où la valeur de Y est invariante, ni élongation, ni raccourcissement. Alors, les domaines limites qui nous restent, il nous reste les deux autres domaines. On les appelle les domaines limites. Avec le premier domaine sur cet axe des abscisses, où K égale à 0. Donc, K égale à 0. Alors, K égale à 0, ça veut dire que Y est égal à X. Donc, lorsque Y est égal à X, ça veut dire que vous avez la même élongation, vous avez le même étirement suivant les deux directions,
X et Y. On ne peut plus distinguer entre la direction X et la direction Y. Autrement dit, le Y présente le même étirement ou la même élongation que X. Donc, dans ce cas-là, ça vous rappelle, X égale à Y, sur un plan, c'est un cercle. Et en 3D, ça vous donne une forme aplatie, dite de révolution autour de l'axe Z. Donc, c'est un ellipsoïde aplati, circulaire en section. De révolution, ça veut dire qu'il tourne d'une façon symétrique, puisqu'il est circulaire. Il tourne d'une façon symétrique autour du troisième axe qui est Z. Et on parle d'un ellipsoïde en forme de galette. Vous voyez, c'est comme une galette. Alors, imaginez une pâte à modeler sphérique que vous aplatissez avec les deux mains. Donc, vous les aplatissez avec vos deux mains, vous avez allongement dans 10 directions de la même valeur et à la fin, vous obtenez une galette. Donc, l'ellipsoïde de déformation, ça ressemble à ça. Donc, on parle d'ellipsoïde uniaxial. Pourquoi uniaxial? Parce qu'il est de type révolution autour de Z. Donc, c'est l'axe Z autour duquel tourne l'ellipsoïde d'une façon symétrique, dont on l'appelle uniaxial, par opposition à l'ellipsoïde où K égale à 1, il est biaxial, et par rapport aux ellipsoïdes du domaine A et B, qui sont dites triaxiales. Le dernier domaine, deuxième domaine limite, c'est l'axe des ordonnées, où K égale à l'infini. K tend vers l'infini, ça vous donne un ellipsoïde très étiré, avec une section circulaire là aussi, parce que c'est un ellipsoïde uniaxial, où Y égale à Z. Z, elle présente le même raccourcissement que Y. Et donc, vous avez une forme allongée de révolution autour de l'axe X. Là, on parle d'un ellipsoïde en forme de cigare. Donc là aussi, c'est un ellipsoïde allongé avec une section circulaire perpendiculaire à l'axe X. Monsieur, là, vous avez mis que K est égal à 1 au lieu de infini. Ah, pardon. Ah. Oui, merci. Là aussi, vous corrigez. Merci. K égale à l'infini. Oui, c'est le dernier domaine. Oui, K égale ici à l'infini. Et dans ce cas-là, Y égale à Z. Donc, finalement, on distingue 5 types d'ellipsoïdes de déformation. 5 formes, on peut dire, sur un diagramme de Flynn. X sur Y en fonction du Y sur Z. On va les reprendre en résumé. Donc, sur un diagramme, X sur Y en fonction du Y sur Z, ce qu'on appelle le diagramme de classification des ellipsoïdes de déformation finie. La dernière fois, on a vu le diagramme de classification des ellipses. Et sur ce diagramme, on distingue différents types d'ellipsoïdes. Et vous allez remarquer que la forme de l'ellipsoïde, finalement, dépend du type de l'élongation suivant l'axe Y. Donc, finalement, c'est l'élongation suivant l'axe Y qui détermine la forme de l'ellipsoïde. Donc, le Y, on l'a dit, il peut être soit étiré, soit raccourci, soit invariant. Donc, voilà les 3 cas possibles. Donc, c'est pourquoi on avait dit au début, donc il y a 3 possibilités, donc ça donne 3 types d'ellipsoïdes. Sauf que lorsqu'il est étiré, il présente 2 cas. Soit il est supérieur à X, soit il est égal à X. Donc voilà. Alors, donc en fonction de l'élongation linéaire suivant Y, on a le premier domaine. Lorsque Y est invariant, la longueur de Y est invariante, on parle d'une déformation plane. Et là, vous avez le premier type d'ellipsoïde.
lorsque la longueur de Y augmente. Donc, Y, sa longueur augmente. Donc, il subit un étirement. Et là, on parle d'une déformation par aplatissement, B. Et lorsque Y atteint les valeurs de X, on est dans le domaine B1. Donc, A, B, c'est juste des notations, comme ça. Et puis, lorsque la longueur de Y diminue, on est dans ce domaine-là, domaine par constriction. Et lorsque Y égale à Z, c'est le sous-domaine C1. Donc, A, B, C, c'est juste des nomenclatures comme ça. Hein. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Pas une règle. Donc, à la fin, on peut dire qu'on a 3 types d'ellipsoïdes. Si on parle d'ellipsoïdes plane, aplati, étiré. Et lorsque l'ellipsoïde est aplati, on a 2 types, soit une oblate, soit une galette. Pareil, pour un ellipsoïde étiré, on a soit une prolate, ici, soit un cigare sur l'axe. Donc voilà les différents types d'ellipsoïdes de déformation finie. Alors, on va les schématiser en termes d'ellipsoïdes. C'est un rappel. Donc, lorsque la déformation est dite plane, donc on a dit que ce type de déformation est caractérisé par un Y inchangé, invariant. Y égale à 1, sa valeur initiale. Et l'élongation linéaire suivant Y est nulle. Donc, dans ce cas-là, il y a juste un étirement suivant X et un raccourcissement suivant Z. Vous avez la sphère initiale de rayon égale à 1. Après déformation, vous allez remarquer que suivant l'axe Z, il y a un raccourcissement. Voilà le taux de raccourcissement. Suivant l'axe Z, il y a un étirement. Donc voilà le taux d'allongement en rouge. Et puis suivant Y, vous remarquez que le Y, il présente la même longueur initiale. C'est le rayon de la sphère. Donc vous avez vous avez le X supérieur à Y qui est égal à 1 et supérieur à Z. Dans le cas de la déformation par aplatissement dominant, on dit que le raccourcissement est uniforme suivant Z. Il n'y a qu'une seule direction de raccourcissement, alors que les deux autres directions, X et Y, vous avez un allongement. La sphère initiale, après déformation par aplatissement, on va remarquer que la direction Z va subir un raccourcissement et les deux autres, X et Y, ils vont s'étirer et ça va vous donner un ellipsoïde aplati. Le Z, il s'est raccourci. Cette direction-là, c'est la direction d'allongement maximal. Donc, si on compare l'allongement suivant cette direction avec l'allongement suivant celle-là, là aussi, vous avez un allongement. Donc, vous avez le X et le Y. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le Y, il s'est étiré. Donc, vous avez X supérieur à Y, qui est supérieur à 1, supérieur à Z. Et lorsque Y est égal à X, vous avez une galette. Alors que tout à l'heure, c'était un ellipsoïde de type oblate. Alors, la déformation par constriction, étirement. Donc, vous avez un allongement uniforme suivant X. Ça veut dire que vous avez une seule direction d'allongement. Et d'ailleurs, l'ellipsoïde, il est étiré, allongé suivant cette direction. Et vous avez un raccourcissement suivant les deux autres, Y et Z. La sphère initiale, après déformation, ça vous donne un ellipsoïde étiré, allongé suivant le grand axe. Donc là aussi, c'est un ellipsoïde de déformation de type prolate, ballon de rugby, ou cigare, lorsque Y est égal à Z. Deuxième paragraphe de
de ces différents types de formes d'ellipsoïdes de déformation finie. Alors, une fabrique structurale, la fabrique structurale, c'est en général l'ensemble des caractères structuraux d'une roche déformée. Donc, chaque tectonite, elle présente un certain nombre d'éléments structuraux. C'est la fabrique structurale. Donc, lorsqu'une roche est déformée, les éléments qui constituent cette roche peuvent prendre des orientations données. Donc, ils se réorganisent, ils se réorientent sous l'effet de la contrainte tectonique et ça donne une nouvelle structure. Donc, vous avez une nouvelle structuration de la roche. Donc, c'est ça la fabrique structurale. Alors, cette nouvelle structuration de la roche, elle peut être soit planaire, donc on parle d'une fabrique planaire du type S, par exemple la schistosité et la foliation. On parle d'une fabrique linéaire, type L, lorsque vous avez dominance des linéations. Et puis une fabrique planolinéaire, SL, lorsque vous avez des plans de schistosité qui portent des linéations d'étirement. Donc, voilà les fabriques structurales. Une fabrique planaire, linéaire, planolinéaire. Donc, schématiquement, voilà, donc, une fabrique planaire, dominance du plan de foliation, par exemple, de plan de schistosité, et puis une fabrique linéaire où vous avez dominance des éléments étirés, donc les linéations d'étirement ou les linéations minérales, et puis une fabrique planolinéaire SL, des plans de schistosité avec des objets étirés sur ce plan. Donc voilà, donc à partir de là, on comprend que une fabrique de type S planaire, c'est par aplatissement, donc on aplatit, puis les fabriques linéaires, c'est par constriction. Planolinéaire, donc vous avez association des deux types de déformation. Et là, vous avez un exemple d'une fabrique planaire, donc des plans de schistosité, plus ou moins continus, plus ou moins parallèles. Et puis une fabrique linéaire avec des objets étirés qui présentent les linéations d'étirement. À partir de là, c'est difficile de distinguer un plan de foliation. Donc, la fabrique structurale, elle est surtout dite pour les roches déformées avec du métamorphisme. Donc, c'est un terme qu'on utilise pour les roches dont la déformation s'accompagne du métamorphisme. Alors, qui dit métamorphisme général, donc on parle d'une orientation préférentielle des minéraux, des objets, des éléments figurés qui constituent la roche. Alors, en partant du principe que les orientations préférentielles sont liées, bien sûr, entre autres, à l'intensité et au type de la déformation, et que toute tectonique peut être décomposée en éléments linéaires et planaires. Et en fonction de l'importance relative de ces deux éléments, on distingue 5 types de fabriques. Tout d'un coup, le chiffre 5 qui ressort à nouveau. 5 types d'ellipses, 5 types d'ellipsoïdes, et maintenant 5 types de fabriques structurales. Donc, automatiquement, vous aurez une fabrique planaire, S, une fabrique linéaire, L, une fabrique planolinéaire, LS. Et dans cette fabrique planolinéaire, vous avez les 3 cas possibles. S supérieur à L, dominance des structures planaires sur les cercles linéaires. S égale à L, c'est typiquement une fabrique planolinéaire. Et puis, une fabrique où les linéations dominent, S inférieur à L. Alors là, on parle de 5 types de fabriques structurales qu'on peut aussi résumer juste en 3 fabriques, en pensant que la fabrique de type S et de type S supérieur à L, c'est presque la même fabrique.
Donc S est supérieur à L, on va dire fabrique planaire. Même chose pour la fabrique S inférieure à L avec une fabrique linéaire. Donc là aussi, ça revient juste à parler de 3 fabriques structurales. C'est le même raisonnement qu'on avait fait pour les ellipsoïdes de déformation. Et d'où vous allez tout de suite déduire. On avait parlé de 5 ellipsoïdes de déformation qu'on peut résumer en 3. Maintenant, on parle de 5 types de fabriques structurales qu'on peut résumer en 3. Donc, il y a une relation nette entre l'ellipsoïde de déformation et la fabrique structurale. On peut donc effectuer un diagramme de fabrique structurale associé à celui des formes d'ellipsoïdes. Donc, on va reprendre le diagramme de Flynn. X sur Y en ordonnée Y sur Z en abscisse. Avec K égale à l'infini sur l'ordonnée, K égale à 0 sur l'axe des abscisses. Et entre les deux, vous avez la droite K égale à 1. Et puis, le domaine où K est compris entre 0 et 1 est le 5e domaine où K est compris entre 1 et l'infini. Donc, sur ce diagramme de Flynn, on peut aussi placer les fabriques structurales en fonction du type de la déformation. Donc, on avait dit que l'ellipsoïde de déformation, ça dépend du type de la déformation. C'est pareil pour la fabrique structurale. Ça dépend du type de la déformation. Alors, d'après vous, est-ce qu'on peut placer ces fabriques structurales sur ce diagramme de Flynn? Monsieur, les schistosités au niveau des zones aplaties, où il y a aplatissement. Ouais. Ouais. Et l'étirement, les lignations. Concerne le domaine B. Oui, donc à partir de là, donc, on peut dire que dans le domaine A, dans ce domaine où 0, où K est compris entre 0 et 1, c'est le domaine d'aplatissement dominant. Et qui dit aplatissement dominant, allongement suivant de direction, donc dominance des structures planaires, des fabriques planaires de type S supérieur à L, ici, et une fabrique S lorsque K égale à 0. Donc, dans ce domaine où l'aplatissement domine, vous avez la fabrique planaire qui domine. Et dans le domaine où la constriction domine, c'est la fabrique linéaire qui domine, avec L supérieur à S ici, et puis une fabrique L sur l'axe des ordonnées. Et puis, sur la droite K égale à 1, vous avez une déformation plane. Là, vous avez une fabrique plano-linéaire avec des plans de schistosité qui portent des lignations d'étirement. Donc, l'analyse de la fabrique structurale, donc c'est quoi son rôle en général? Ça nous permet, lorsqu'on est sur terrain, d'obtenir une estimation de la forme de l'ellipsoïde de déformation. Si l'on considère qu'une tectonite L correspond à un ellipsoïde en cigare, prolate. Donc, si vous êtes sur le terrain et vous avez dominance des plans de schistosité, dans ce cas-là, quel est le type de fabrique? Quel serait le type de fabrique structurale avec une dominance de plans de schistosité? Planaire. C'est une fabrique planaire. Et donc, ellipsoïde de déformation de type D'aplatissement. Oblate. Oui, oblate. D'accord, c'est bien. Donc voilà, donc cette fabrique structurale, ça nous permet d'estimer le type de l'ellipsoïde lorsqu'on est sur le terrain. Bon, voilà c'est le même schéma,
avec quelques dessins, tout simplement. C'est toujours la position des fabriques structurales sur le diagramme de Flynn. Donc, là, vous voyez dominance des plans de schistosité. Donc, c'est une fabrique parfaitement planaire. Et là, vous avez dominance des éléments linéaires, des linéations, d'étirement, d'allongement. Donc, c'est une fabrique parfaitement linéaire. Et puis là, vous avez une fabrique plano-linéaire avec des plans de schistosité qui contient des objets étirés, des linéations d'étirement. Ah ben voilà.